since the beginning, man has looked into the awesome reaches of infinity and asked the eternal questions. What is time? And what is space? What is life? And what is death? Through 100 civilizations, philosophers and scientists have come with answers. But the bewilderment remains, for each human soul must find the secret in its own faith. The tender and haunting legend of the portrait of Jenny is based on the two ingredients of faith, truth and hope. There is such a portrait that hung in the Metropolitan Museum in New York. And there was such a girl named Jenny who sat for it. So much is true. For the rest, science tells us that nothing ever dies, but only changes. That time itself does not pass, but curves around us. And that the past and the future are together at our side forever. Out of the shadows of knowledge, and out of a painting that hung on a museum wall, comes our story, the truth of which lies not on our screen, but in your heart. And now, Portrait of Jenny. New York is a cold place in the winter. It was no warmer in the winter of '34. Yet there is a type of suffering for the artist which is worse than anything a winter or poverty can do. It is more like a winter of the mind, a dreadful feeling of the world's indifference. My courage had all run out. Le Metropolitan Museum of Art de New York, depuis longtemps maintenant, se situe à son emplacement actuel, sur la 5e avenue, face à la 83e rue, tournant le dos à Central Park. Qui en pousse la porte ne peut manquer d'être émerveillé, je crois, lorsqu'il pénètre sur le court, le Charles Engelhardt Court, tardivement ajouté à l'ensemble et par lequel on accède à l'aile du bâtiment où se trouvent présentées les principales collections relatives à l'art américain. Émerveillé, pas comme l'est un adulte devant une œuvre d'art, mais comme l'est un enfant dont les yeux s'ouvrent sur une féerie faite à sa mesure et à son intention. Sous une gigantesque verrière qui laisse descendre la lumière du ciel, de l'autre côté d'un jardin factice où la statue d'une déesse se dresse entre les herbes impeccablement tondues d'une improbable pelouse, une façade monumentale se déploie qui ressemble à celle par laquelle on vient juste de passer pour entrer dans le musée. On était dedans, et l'on se retrouve dehors, un dehors qui se trouve dedans. Disons, un musée à l'intérieur du musée, à échelle réduite, comme une maison de poupée, mais grandeur nature. Une vaste demeure de maître, une sorte de majestueux manoir, au-dedans duquel, sur 2 étages, on a reconstitué les intérieurs de quelques maisons plus ou moins fameuses, réparties par tout le pays, datant de toutes les époques, et qui témoignent des styles successifs d'après lesquels on les décorait. On passe d'une pièce à l'autre, et on change de temps. Allant des masures quasi médiévales que bâtirent les premiers pionniers avec leurs parements de bois et le baldaquin de leurs lits, jusqu'aux salons très chics auxquels leurs riches propriétaires, colons et puis capitalistes, banquiers ou capitaines d'industrie, un peu plus tard, donnèrent à grands frais un air imité de l'ancienne Europe, mettant un point d'honneur, pour compliquer la donne, à tirer leur inspiration des modèles les plus éclectiques, agençant ainsi pour leurs chambres et leurs salons le plus anachronique et le plus incohérent des décors. Si l'on ne suit pas le sens de la visite, si l'on ne prête pas attention aux explications des guides, avançant au hasard, revenant sur ses pas, franchissant une porte, gravissant un escalier, au détour d'un couloir, on saute de siècle en siècle, sans plus savoir du tout dans lequel on se situe.
J'ai visité 4 ou 5 fois le musée. Il est si vaste que la foule des visiteurs n'y est jamais très dense, particulièrement dans les salles dont je parle et qui m'ont paru peu fréquentées. Je ne crois pas que ce soit par manque d'intérêt pour ce qu'elles montrent. Au contraire, c'est autre chose. La reconstitution est si parfaite que le visiteur, intimidé, ne peut se défaire de l'impression étrange qu'il est entré sans y avoir été invité, dans une demeure encore habitée, et que ses occupants ont seulement quitté pour un instant. Ceux qui vivent là n'ont pas pu laisser pour bien longtemps le bureau où traînent quelques papiers, le piano sur lequel une partition est posée, les fauteuils et les canapés dont les coussins semblent se souvenir de leur forme. Le lit est fait, la table est mise, il y a des fleurs coupées dans tous les vases, des bûches dans l'âtre. Ils vont revenir, et même s'ils sont morts depuis très longtemps. Alors, forcément, parce qu'il se sent comme un intrus, par une délicatesse dont il ne peut se défendre, le visiteur ne s'attarde pas dans les pièces de cette maison hantée. Il jette un œil rapide sur le décor parfait que l'on a dressé pour lui, les tableaux, les tentures, les rideaux, les meubles, dont il ne sait plus du tout de quand ils datent et à quel temps ils appartiennent, ni quand se situe l'action de la pièce, qui est censée se jouer sous ses yeux et à laquelle il sait qu'il n'assistera pas. Il y a des horloges partout. Certaines, hautes et énormes, se dressent contre les murs. D'autres, plus petites, sont posées sur une commode ou, plus souvent, sur le dessus de pierre ou le linteau de marbre d'une cheminée. Arrêtées. Étrangement, elles marquent toutes la même heure à peu près, entre 2h moins 10 et 2h moins 5. Peut-être est-ce une convention sur laquelle sont tombés d'accord tous les conservateurs des musées du monde, l'angle que fait ainsi la grande aiguille avec la petite, de part et d'autre de la verticale à midi, a été unanimement jugé le plus élégant, le plus agréable au regard. Et comme l'explique Lewis Carroll, on sait que le mérite d'une horloge arrêtée, au moins, c'est que quotidiennement, par 2 fois, elle donne l'heure juste, même si c'est jamais sans préciser le jour, le mois, l'année ou le siècle. Maintenant, la visite commence vraiment. Il faut être passé par la façade aux allures de temple grec, avoir traversé la demeure factice qui mélange les styles et qui confond les siècles, là où toutes les pendules marquent la même heure, sans qu'aucune n'indique la date. Et, un peu désorienté déjà, on pénètre dans la toute petite salle qui se situe juste derrière. Elle est consacrée au folk art. Je ne sais pas trop comment il faudrait traduire. Ni populaire, ni primitif, encore moins folklorique ou naïf, rien ne convient. Chaque adjectif trahit le regard un peu condescendant que l'historien pose sur des images dont la maladresse manifeste à ses yeux l'absence de maturité supposée. Elles méritent l'attention, suggère le spécialiste, moins par leur qualité artistique que par leur valeur documentaire. Un témoignage sur l'époque héroïque des anciens pionniers et des premiers colons, sur l'existence et sur les mœurs des hommes et des femmes qui peuplaient les États de l'Est de l'Union, tandis que la conquête de l'Ouest commençait à peine, et selon les représentations un peu frustes qu'ont données les peintres, auxquels personne, et pas même eux, n'aurait vraiment accordé le titre d'artiste. L'enfance de l'art dans son enfance, tel qu'il exprime avec candeur sa vérité native. Ambrose Andrews est le plus éminent de ces primitifs américains. Je dis éminent, quoiqu'on en sache très peu sur lui. On ignore même la date exacte de sa mort. Il comptait au nombre de ces peintres errants, de ces artistes ambulants, qui parcouraient le pays et, allant de ville en ville, de maison en maison, proposaient leurs services à ceux, ils n'étaient pas très nombreux, qui disposaient des moyens de les payer. En général, à une époque où on n'avait pas encore été inventée la photographie, on leur demandait de faire le portrait de la famille ou, afin d'en conserver l'image, de ceux qu'elle venait de perdre. Le plus célèbre des tableaux d'Andrews figure au musée. Je ne sais pas s'il s'y trouve parce qu'il est le plus célèbre, ou bien s'il est le plus célèbre parce qu'il s'y trouve. Il s'intitule « The Children of Nathan Starr ». On le date de 1835, soit sous la présidence d'Andrew Jackson, et alors que le Removal Act
vient de décider de la déportation massive des Indiens d'Amérique. J'imagine, je n'en suis pas certain, que l'homme dont le peintre a représenté les 5 enfants est le fabricant de lames et de sabres qui fit fortune à l'époque et devint le premier fournisseur officiel de la jeune cavalerie américaine qui s'illustrerait bientôt dans la guerre contre les tribus rebelles et le massacre de leurs membres. La scène se situe à Middletown, et la porte ouverte de la pièce où elle a été peinte donne au loin sur le Connecticut, dont le cours porte les voiles de quelques navires. Le tableau a une allure étrange, on dirait une allégorie. Mais d'abord, on ne saurait trop dire ce qu'elle signifie. Et même les explications qui accompagnent la toile n'en dissipent pas tout à fait le mystère. Une petite fille en robe blanche se tient sur la droite de l'image, et elle fait face sur la gauche à 2 petits garçons en costume noir. À en croire les raquettes qu'ils tiennent à la main et le volant qu'on aperçoit suspendu dans l'air, ils disputent une partie de badminton qui n'est pourtant guère un jeu d'intérieur. Entre eux, au centre, une jeune femme, dans la même robe blanche que la fillette, est assise sur une chaise. Elle aurait l'âge d'être leur mère, mais il s'agit plutôt de leur sœur aînée. À ses genoux se tient un enfant, un petit garçon, bien que, selon l'usage du temps, il soit vêtu d'une robe bleue, comme le ciel que l'on aperçoit dans le cadre de la porte, redoublant le cadre de la toile, afin que figure à l'intérieur de la maison une image en miniature de l'extérieur du monde. Dans sa main droite, il a un cerceau dont, de sa main gauche, il pointe vers le plafond la baguette. Tous les 5, ils possèdent un air de famille assez frappant. Ils se ressemblent au point que l'on dirait qu'il s'agit du même enfant, 5 fois représenté à des âges différents de la vie, tantôt en garçon et tantôt en fille, et pour le plus petit, en garçon, dans un vêtement de fille. Mais le plus étrange est que, se faisant face, ils ne se regardent pas. Leurs yeux sont dans le vague, et sans que l'on puisse dire ce qu'ils voient ou à quoi, perdus dans leurs pensées, ils songent. Le petit garçon en robe de petite fille, qui occupe le centre exact du tableau, est l'enfant mort de la famille. Nathan Starr a demandé à Ambrose Andrews de faire son portrait. Je suppose que le peintre ne l'avait jamais vu. Il lui a imaginé un visage, d'après ceux de ses 2 frères et de ses 2 sœurs, dont l'artiste a eu l'idée, peut-être pour qu'il se sente moins seul, de l'entourer. Le chagrin explique la gravité de leurs traits, le sérieux de leurs expressions, en dépit du jeu auquel ils sont en train de jouer et duquel le plus petit est désormais exclu. D'ailleurs, on aperçoit une raquette à terre qui peut-être était la sienne et dont il n'a plus l'usage désormais. Dès lors que l'on a découvert le sens d'un tableau, que l'on croit l'avoir découvert, chacun des détails qui y figurent s'y rapporte de lui-même. L'allégorie s'éclaire, même si ce qu'elle signifie constitue encore un mystère. Le cerceau indique le recommencement du temps et la baguette désigne la direction du ciel où, parmi les nuages, passe un vol d'oiseaux blancs dont nul ne sait vers où il va. Il est difficile de croire que le portrait que Samuel F.B. Morse fit de sa fille date de la même époque exactement, à 1 an près, que celui qu'a peint Ambrose Andrews des enfants de Nathan Starr. On le trouve un peu plus loin, dans une salle située au premier étage du musée. Ils paraissent dater de 2 siècles différents. Mais à chaque moment de ce temps arrêté, au sein duquel c'est toujours la même heure que marquent les horloges, sans se soucier d'indiquer le jour, le mois ou l'année, on ne devrait pas s'étonner de ce que coexistent des manières différentes et des styles opposés. Pas plus que l'on ne devrait se poser la question de savoir dans quel ordre ils se succèdent et se rangent, puisque toute image, quel que soit son âge, exprime cette vérité native sur laquelle le passage du temps n'a pas de prise. Tandis que les peintres primitifs parcouraient un pays encore sauvage pour y faire commerce de leurs portraits, s'enfonçant vers l'ouest lointain et encore inexploré, prenant la direction inverse et traversant dans l'autre sens l'océan sur lequel avaient navigué leurs parents,
D'autres partaient pour la vieille Europe, afin de recevoir d'elle le secret d'un art qui fût plus conforme à l'idée qu'il se faisait d'une société civilisée. Morse fut l'un de ceux-là. Lorsqu'il s'installe à New York, après plusieurs années passées à Londres où il apprend son métier, il ne doute pas de sa mission. Son esprit prosélyte le pousse irrésistiblement à prêcher pour ses compatriotes. Il souhaite enseigner aux siens un autre art de peindre, celui qu'il a découvert sur le vieux continent où naquit la peinture, parce qu'il est convaincu que de lui dépend un autre art de voir, un autre art de vivre, dont il souhaite faire don à sa jeune nation. Son tableau aussi est une allégorie. Le titre qu'il lui donne le signifie. Il porte le nom de sa fille, mais on le connaît parfois sous un autre, The Muse. Ce pourrait être l'œuvre d'un artiste anglais de la même époque, je crois. Il montre une très jeune femme au visage romantique. La scène se situe en plein air, sur la terrasse sans doute de la demeure du peintre. Elle ressemble assez à la scène sur laquelle prendraient la pose les personnages que peignaient les classiques. On aperçoit dans l'ombre, à l'arrière-plan, la rambarde d'un balcon sur laquelle se distingue la silhouette d'un vase à l'antique, et derrière encore le soir qui tombe. Suzanne est assise sur un canapé rouge et porte une superbe robe de soie dorée, dont la couleur est identique à celle du ciel où, au loin, le soleil se couche. Un grand cahier est posé sur ses genoux et un crayon à la main, elle dessine. Dans l'esprit de Morse, il ne fait guère de doute que Suzanne est l'image de cet art nouveau dont le peintre se veut le père et qu'il prétend offrir à son pays. Elle incarne non pas l'enfance de l'art, mais sa superbe et conquérante jeunesse. Telle est l'intention du tableau, comme l'indique assez le titre qui lui a été donné. L'enfant de l'artiste et la muse qu'il faut maintenant à l'Amérique. Mais ce que dessine la jeune femme, on ne le sait pas. Sur la page où sa main est posée, on n'aperçoit rien. Et ce que ses yeux fixent, situés hors du cadre, on ne le voit pas. Le peintre peint sa fille en train de dessiner. La fille, peut-être, dessine son père en train de peindre, de la peindre. Nul ne peut décider laquelle de ces deux images comprend l'autre. Ce portrait est l'un des derniers que Morse ait peint. J'aimerais dire le dernier, mais je n'en suis pas certain. Le testament qu'il laisse à l'intention de ceux qui le suivront et qui leur indique la direction dans laquelle, à leur tour, il leur faut s'engager audacieusement, qui leur dit ce que doit être l'art encore à naître pour le nouveau monde qui vient, même si, ironiquement voué à demeurer sans réelle postérité, l'allégorie qu'il lègue aux générations futures emprunte tous ses codes et jusqu'à sa manière à une peinture d'ailleurs, à une peinture d'hier. Mais Morse a la tête ailleurs, il oublie la peinture. Il vient d'inventer l'alphabet auquel on donnera son nom, qui révolutionnera le télégraphe, et pour lequel, oubliant qu'il fut un artiste avant d'être un savant, on le connaît encore. Je ne manque pas de signaler que bien des années plus tard, à bord du bateau qui la ramenait à son tour vers New York, sa fille, basculant par-dessus le bastingage, tombera à la mer, disparaîtra dans les eaux de l'océan, et y trouvera la mort. Le portrait d'une jeune femme en robe noire, on en trouve un au musée. Il s'agit même d'un des tableaux les plus célèbres qui y soient exposés. Il faut grimper l'escalier et monter sur la mezzanine. Une petite salle rassemble les toiles de John Singer Sargent, l'un des artistes américains les plus doués et les plus fameux, l'un des plus singuliers aussi, dont se soit entichée la belle société de la fin du siècle. Je parle du 19e, le Gilded Age, comme disent les historiens. Lorsque s'affirme la puissance et la prospérité du pays. Connu surtout pour les portraits qu'en artiste mondain, il fit des belles dames élégantes et des jeunes filles distinguées qui composaient, aux États-Unis comme en Europe, sa clientèle fortunée. À sa manière un peu plus frivole, il perpétue la tradition que Morse avait initiée dans le pays et que d'autres illustrent avec lui. Le tableau s'intitule Madame X. La femme en robe noire, dont le nom est tu par le titre, s'appelle Madame Gautreau. Américaine,
Elle a épousé un banquier français. Lorsque le portrait a été présenté à Paris en 1884, dans un pays pourtant beaucoup moins puritain en principe que celui dont venait son auteur, son indécence y a fait scandale. On ne voit du visage que le profil très maquillé, comme si le modèle, détournant la tête, dédaignait de rendre à qui l'observe son regard. La pâleur de la peau contraste formidablement avec le noir du tissu qui met en valeur le généreux du décolleté. La bretelle droite a glissé et découvre la nudité de l'épaule, comme si la robe allait tomber. La plus belle des choses que j'ai peintes, affirmait volontiers Sargent. Je n'en suis pas certain. On peut comparer. À côté, dans la salle du musée qui lui est consacrée, figure un portrait de groupe un peu plus tardif, pas à Londres et non plus à Paris, celui des 3 sœurs Wyndham, assises sous le tableau en noir de leur mère, toutes 3 vêtues de robes blanches, dont le froufrou se mélange, semblable aux fleurs d'un abondant bouquet et duquel les visages émergent. On peut lui préférer, je lui préfère sans hésitation, la toile que Sargent a consacrée aux 4 filles d'Edward Darley Boyd. Mais elle se trouve, elle, au musée de Boston, où je ne suis jamais allé. Je n'en connais que la reproduction. Comme je peux, je la décris. La luxueuse pièce où les sœurs se tiennent est recouverte d'un tapis bleu que répète la couleur des 2 immenses vases chinois qui l'encadrent et auprès desquels les enfants paraissent plus petites encore. Au premier plan, la plus jeune, à peine en âge de marcher, assise sur le tapis, serre dans ses bras une poupée. Au fond, près de l'un des 2 vases énormes qui les dépassent de sa haute taille, se trouvent les aînées, adolescentes, si semblables que l'on dirait des jumelles. La dernière des sœurs, qui doit avoir une dizaine d'années, je dirais qu'elle est la plus belle des 4, se tient sur le côté, un peu à l'écart, retournant seul son regard au spectateur qui se tient debout devant la toile. Elles se ressemblent. Le tablier blanc identique qu'elles portent par-dessus leur robe souligne l'air de famille qu'expriment les traits de leur visage. On dirait 4 fois la même enfant, représentée aux différents âges de sa vie. Et les 2 aînées qu'au fond on aperçoit à peine dans l'ombre, et dont je crois bien qu'elles doivent être jumelles, paraissent, parce qu'elles se font presque face, le reflet de l'une de l'autre dans un miroir. L'effet est le même que dans le vieux tableau d'Ambrose Andrews. Il s'agit peut-être d'une allégorie aussi, une vanité si l'on veut. Mais c'est le cas de tous les tableaux qui ne fixent le présent que pour signifier qu'il lui faut passer. Et comme j'ignore tout de l'œuvre de Sargent et de la famille qui l'a peinte, de ses drames et de ses secrets, je ne me risquerai pas à dire ce que cette allégorie signifie. Sinon que, comme toute peinture sans doute, et surtout quand elle représente un enfant, des enfants, elle exprime ce qu'il en est du temps qui s'écoule et s'en va, et que, les plaçant côte à côte au sein du même cadre, elle multiplie les images que chacun de ceux qui furent un jour vivants propose de lui au cours de son existence. On trouve beaucoup de portraits au musée, des hommes, des femmes, des enfants, surtout des femmes naturellement. Les fleurons de la belle et élégante société qui s'enchantent de son image un peu complaisante. Mais on trouve autant de paysages, je crois. Il montre la grandeur un peu sauvage, la sauvagerie superbe d'un continent qu'aucun effort n'a encore réussi à civiliser tout à fait. Les paysages, les portraits, il n'y aurait pas de sens à les opposer les uns aux autres. Un portrait est un paysage est un portrait n'a de valeur que si au visage il donne l'ampleur d'un paysage n'a de force que si à la nature il accorde une âme et l'exprime. Toute proposition se renverse. Hudson a laissé son nom à une école d'artistes. Remontant le cours de la rivière, ils ont peint la profondeur des forêts, les arbres centenaires auprès desquels les hommes paraissent des enfants et des intrus, s'aventurant parmi les vestiges solennels d'une civilisation disparue, vestiges auprès desquels les ruines de l'ancienne Europe paraissent elles-mêmes datées seulement d'hier.
Plus loin, vers l'ouest, ils ont peint les hautes montagnes plus immémoriales encore, dont les cimes vertes et blanches se perdent dans le ciel et au pied desquels reposent des lacs plus larges que la mer. Ils ont peint l'espace sublime au regard duquel le temps n'existe pas. À l'époque où peint Sargent, tout cela appartient déjà au passé. Reprenant comme Morse le fit avant eux le chemin qui reconduit vers le vieux continent, les artistes américains vont chercher en Europe et en rapportent une autre idée du plein air, celle que leur a enseignée l'impressionnisme français. À leur tour, ils fêtent la clarté et la couleur des heures écoulées sur l'herbe ou sur le sable, sous le bleu du ciel ou devant celui de l'océan, à jouir d'un moment dont chacun sait qu'il passera pourtant. Comme dans ce tableau de William Merritt Chase, qui exalte le petit bonheur balnéaire dont profite une famille de Long Island. Comme sur cette toile de Child Hassam, où le littoral du Maine disparaît presque derrière le formidable fouillis des fleurs d'un jardin au premier plan. On se croirait à Giverny, sur une plage de Normandie, sur les bords de l'Eure ou de la Seine. Peinte ainsi, l'Amérique ressemble à l'Europe. On en oublierait presque, et ce serait dommage, l'image qu'en ont donnée d'autres artistes. On les appelle par exemple les luministes. Martin Johnson Head est l'un d'eux. Approaching Thunderstorm est exposé au musée. La toile date de 1859. La guerre de sécession, la première des grandes guerres modernes, celle qui préfigure l'horreur sans merci de toutes celles qui suivront, est sur le point d'éclater. Mais on se tromperait lourdement, je crois, à imaginer que tel est l'orage que prophétiserait la peinture dont je parle maintenant, et qui semble tout ignorer du siècle auquel elle appartient pourtant. De dos, assis sur une planche de bois, arrachée peut-être à l'épave d'un bateau, sa veste posée auprès de lui, et son chien à ses côtés, en tout petit, un homme un peu voûté, un chapeau sur la tête, depuis le rivage contemple l'océan. Une voile est étalée sur un rocher où elle sèche, et sa blancheur répète celle qui flotte dans le fond de l'image, au mât d'un navire. Presque surréaliste, dit de l'image le commentaire qui l'accompagne. Et c'est plutôt juste, car ce n'est qu'en songe qu'on assiste à un spectacle semblable à celui-là. La baie de Narragansett 7 forme une sorte de cercle dont la circonférence s'interrompt à peine au loin, en un point par lequel, j'imagine, elle communique avec la mer. Ainsi, on dirait un lac. Son eau est noire comme de l'encre. Le miroir rond qui s'étale sous le ciel en réfléchit le noir un peu moins soutenu. Le noir des nuages qui s'amassent au loin et qui forment un second cercle au-dessus du premier. L'orage va éclater et le petit voilier que l'on voit au large, s'il veut échapper à la tempête, ferait mieux de retourner au port. Mais sur l'anneau vert et blond du rivage, au milieu duquel brille la grande flaque noire de l'eau où se répète le ciel, la couleur resplendit d'autant mieux sous la lumière qui ne s'est pas encore éteinte, dont on ne sait plus trop d'où elle vient et qui mystérieusement semble émaner de la terre. Des phares, de toute taille et de toute forme, on en compte par dizaines le long de la côte des États-Unis, particulièrement du côté des vieilles terres de la Nouvelle-Angleterre. Les visiter tous constitue une sorte de passe-temps auquel les touristes s'adonnent volontiers. Je ne sais pas lequel de ces phares situés dans le Maine a peint Edward Hopper. L'originalité de sa toile tient à ce qu'il a posé son chevalet en contrebas, sans doute sur le sable de la plage ou sur les rochers du rivage, en contre-plongée donc, comme on dit au cinéma. Du coup, on ne voit pas l'océan, et le bâtiment prend l'allure d'une sorte de forteresse blanche, mystérieusement juchée au sommet d'une colline, sur le faîte de la falaise et dont les lignes se détachent sur le ciel. Le tableau est présenté au musée, mais avec les autres œuvres du XXe siècle et pas dans l'aile américaine. Il est vrai qu'on y trouve déjà beaucoup de marines de toute facture, certainement entre des bateaux, comme la nef noire d'Albert Pinkham Ryder, qui fend des flots, plus noirs encore, fait voile vers la lune pleine sur l'horizon. L'œuvre emprunte son titre à un roman de Victor Hugo, mais on dirait surtout qu'elle s'inspire des encres et des dessins auxquels, de l'autre côté de l'Atlantique, à Jersey ou bien à Guernesey,
l'écrivain français occupait son exil. Parmi celles qui représentent la mer, les plus nombreuses et les plus frappantes des toiles sont le fait d'un autre peintre américain qui porte le nom d'un autre poète. Il s'appelle Winslow Homer, contemporain de Sargent, auquel il ressemble très peu. La lutte de l'homme contre les éléments constitue le sujet de ces tableaux, qui sont ainsi autant d'allégories nouvelles. Il représente la mer sous toutes ses latitudes et dans toutes ses formes. Sur l'une de ses toiles, un marin caribéen, sur le pont de la barque dématée que le Gulf Stream emporte, guette les secours qui ne viendront pas, tandis que des requins, visiblement voraces et formidablement affamés, dans l'attente de leur proie, tournent autour de son esquif. Sur une autre toile, une femme du peuple, quelque part sur une côte anglaise, son panier à la main, tient tête aux flots menaçants qu'affronte le petit navire de pêche à bord duquel, on l'imagine, se trouvent les hommes de sa famille. Mais le plus impressionnant et le plus connu des tableaux d'Homère est dépourvu de cette dimension presque documentaire, pour ne pas dire naturaliste, qu'il a donnée aux autres. C'est pourquoi, de la vie générale, on le juge le plus réussi. Rien ne le situe, ni ne le date. On ne peut donc lui donner que la signification la plus large et la plus floue. Il montre la mer déchaînée, un point c'est tout, sans que l'on puisse dire ni quand ni où. Au premier plan, la masse d'un gigantesque rocher noir, rouge et roux, sur lequel la vague vient se fracasser, projetant vers le haut à gauche de la toile une colonne blanche dont le panache, pareil à celui d'un gros nuage, tumultueusement s'envole vers le ciel. Au second plan, les hautes lames coiffées d'écume qui se dressent, s'enroulent sur elles-mêmes et s'abattent. Au fond, un ciel uniformément gris qui semble encore fait d'eau plutôt que d'air. Il paraît que le peintre avait d'abord placé 2 personnages dans son tableau. Puis, il les a fait disparaître. Il les a recouverts ou bien effacés. Précisément parce qu'il avait compris qu'ainsi, il donnerait une portée plus universelle à sa toile, laissant seul s'exprimer la violence d'un spectacle qui se suffit à lui-même et dont la signification va de soi. Il me semble cependant qu'en regardant bien ces 2 personnages, on les aperçoit. Dès l'année qui suivit celle où il fut peint, le fameux tableau d'Eben Adams, qui a pour titre « The Young Girl in a Black Dress », fut acquis par le Metropolitan Museum de New York. Il prit place dans ses collections qu'il n'a jamais quittées depuis. À l'époque, il n'était pas exposé dans l'aile américaine, tout simplement parce que celle-ci n'existait pas encore. Elle fut créée bien plus tard. Mais c'est là qu'il figure désormais. Il est même le plus récent des tableaux que l'on y présente. Avec lui s'achève la visite. Comme si toutes les autres œuvres aboutissaient à lui et qu'une certaine histoire de l'art américain, pour mieux recommencer après, se terminait ici. On peut le voir dans la dernière salle avant de poursuivre la promenade dans les autres sections du musée, à condition de faire preuve d'un peu de patience, car une petite foule se presse souvent devant. Il faut attendre pour s'approcher et pour apprécier l'œuvre à loisir. Il s'agit de l'une des pièces les plus populaires du catalogue. Le portrait a longtemps divisé la critique, peut-être en raison de l'engouement durable dont il jouissait auprès du public et qui n'était pas sans susciter, comme toujours, quelques jalousies. On lui reprochait le caractère convenu de sa facture et le sentimentalisme de son inspiration. Il ne ressemblait pas à l'idée que l'on se faisait alors de l'art d'hier ou de celui d'aujourd'hui et du sens que devait suivre son histoire. Dans un texte si célèbre qu'il serait superflu de le citer, l'un des champions de l'avant-garde, dont il est plus charitable de taire ici le nom, l'a assassiné. Pourtant, Pollock, Rothko en ont parlé plutôt en bien, et Warhol, bien entendu. Mais la polémique a passé. Le catalogue présente le peintre comme, je cite, le plus classique des modernes, le plus moderne des classiques. Son art récapitule la tradition qui le précède, et en même temps il annonce celle qui le suivra. On y retrouve tout et son contraire. Adams peint comme les grands maîtres du passé, il y a chez lui un côté qui, par exemple, l'apparente à Titien, ou même, si l'on veut, à Raphaël, mais dans ses meilleurs tableaux, il n'est pas sans évoquer aussi Picasso, quand il s'agit de peindre une femme qui pleure, ou Mondrian, s'il est question de représenter la géométrie presque abstraite de la cité qu'il voit et où il a vécu. La manière dont, en artiste résolument fidèle à la figuration, il montre le monde contemporain tout en lui donnant un air un peu irréel, le rapproche parfois d'Hopper ou d'Ockney. La chose est d'autant plus étonnante que de l'avis de tous ceux qui l'ont fréquenté et qui ont rapporté dans plusieurs livres le contenu de leur conversation,
Adams ignorait à peu près tout de l'histoire de sa discipline. Il n'était presque jamais sorti des États-Unis et n'avait pas pris la peine de visiter les grands musées du vieux continent européen. Quant au Met, c'est bien simple, il n'y mettait jamais plus les pieds. Pour ce qui est de ses contemporains, il ne possédait pas la moindre idée relativement à ce qu'ils avaient fait, et parfois même les noms les plus connus ne lui disaient rien. Quand on l'interrogeait à ce sujet, il répondait toujours qu'il peignait intuitivement. Bien sûr, explique la critique, il mentait à moitié, mais à moitié seulement. On doit mettre au crédit de son génie la faculté qu'il eut d'embrasser prophétiquement tout l'art de son siècle sans en avoir jamais rien su. Dans la salle de l'aile américaine qui lui est consacrée, puisqu'il s'agit de son chef-d'œuvre, The Young Girl occupe la place centrale. Autour ont été disposées certaines de ses premières peintures, acquises grâce à la fondation Matthews and Spinney, qui en possédait la plupart. Ce sont en général des paysages. Ils représentent New York, Central Park sous la neige, la côte et Cape Cod. Étrangement, beaucoup de marines, avec une prédilection difficilement compréhensible pour les scènes de voile et de pêche. On ne se méprendrait que trop aisément sur le compte de ces œuvres de jeunesse. Il est clair, si l'on regarde avec assez de pénétration et d'intelligence, qu'en dépit de leur apparence un peu conventionnelle, elles expriment déjà la vision à nul autre pareil de leur auteur, celle qui s'épanouira dans le portrait qui lui valut sa célébrité. Quant au grand tableau de la maturité, à une ou deux exceptions près, ils sont absents. La gloire soudaine du peintre a fait grimper sa côte en flèche. Révisant un peu tard le jugement parfois réservé qu'il portait sur lui, les conservateurs du MoMA, de la Tate et même de Beaubourg se sont arrangés pour réunir la somme nécessaire afin qu'Anne Adams au moins figure dans leur musée. Mais tous les autres sont partis dans des collections privées. Depuis des années, les spéculations vont bon train concernant l'identité de la jeune femme que représente le portrait d'Adams. Il s'est trouvé quelques vieilles dames pour raconter qu'elles avaient autrefois posé pour le peintre. En vain, des journalistes ont enquêté, on a fouillé dans l'existence de l'artiste, les hypothèses se sont multipliées, aucune n'a jamais rien donné. Faute de lui trouver une réponse, la critique a fini par affirmer que la question était sans objet. Peu importe qui a inspiré le portrait, puisqu'une grande peinture n'est jamais que l'expression de la beauté intemporelle, celle qui éternellement survit aux circonstances dont elle sort, une peinture à la création de laquelle un artiste prêta sans doute son talent personnel, mais qui incarne surtout le génie de la tradition collective dans laquelle il s'inscrit et qui avec lui s'accomplit. Eben Adams, a-t-on souvent écrit, est le plus américain des peintres. C'est pourquoi la nation se plaît à se reconnaître dans l'image d'elle que présente son œuvre. Tel était le propos que développait la grande exposition que chacun a encore en mémoire et qui fut organisée par le Met pour célébrer le centenaire de la naissance de l'artiste. On fit venir des tableaux de tous les musées du pays et même du monde afin de les accrocher aux côtés de ceux d'Adams. Nul n'a contesté le caractère très convaincant de la démonstration. Paysagiste, Adams est l'héritier des luministes et des impressionnistes, de tous ceux qui ont exalté dans leur toile les forces formidables d'une nature sauvage, la superbe violence des éléments indomptés, mais qui en ont montré aussi la splendeur bucolique. Portraitiste, il porte à la perfection le genre qu'illustrèrent avant lui d'autres qui, moins connus que lui, peintres primitifs et artistes mondains, donnèrent au peuple américain le visage que nous lui connaissons, à chaque fois différent et toujours semblable. La jeune fille en robe noire avait naturellement été mise à l'honneur. Dans le compte-rendu qu'Assa Une avait consacré à l'exposition, le principal quotidien de la ville, et dont ce tableau était le clou, un critique déclara du portrait qu'il était une allégorie intime. La formule a fait florès, sans doute parce qu'elle voulait tout dire, ne voulait rien dire, et que nul ne la comprenait, et pas même celui qui l'avait trouvée. Le papier le plus perspicace, publié dans une toute petite revue, passa en revanche inaperçu. L'auteur y comparait le tableau peint par Adams avec un autre, de Sargent, qui était présenté pour l'occasion dans la même salle. Non pas la fameuse et scandaleuse Madame X, mais le portrait réalisé 10 ans plus tard de Mrs. John J. Chapman et qui avait temporairement quitté les collections du Smithsonian de Washington. Elle portait elle aussi une robe noire. Et il est vrai qu'un air de famille existe entre les deux œuvres, comme si elles représentaient la même personne, jeune femme ou jeune fille. On croirait qu'elles ont vécu la même histoire et qu'elles partagent le même secret, un secret dont personne ne sait rien.
Vous avez le droit d'applaudir pour cette très belle lecture. Merci beaucoup, Philippe Forest, pour cette lecture de ce livre, donc ce livre magnifique, Et personne ne sait, qui est sorti en cette rentrée d'hiver aux éditions Gallimard. On vient donc tous de se promener à vos côtés dans les allées du Met, le Metropolitan Museum of Art, qui se trouve adossé à Central Park à New York. Et vous vous êtes peut-être rendu compte aussi qu'on s'est aventuré également sur un certain nombre de lisières, lisières entre le dedans et le dehors, dans le Charles Engelhardt Court, donc c'était le premier texte que vous avez entendu. On s'est aventuré aussi entre la représentation et l'allégorie, à la lisière également entre un paysage réel et puis sa réinvention en songe, entre le visible également et l'invisible. Et je crois que c'est l'une des grandes forces et l'une des grandes beautés de ce roman, et peut-être d'autres de vos livres avant celui-ci, de se tenir comme ça, toujours sur une sorte de ligne, de crête, entre la réalité et le songe, entre la présence et l'absence, et ici particulièrement entre le récit et le conte, avec un voisinage dans ce texte-ci en particulier entre des tableaux concrets, des tableaux réels, et au moins un tableau fictif qui se trouve occuper le cœur de ce roman. Vous avez eu un petit aperçu avec le film, l'extrait de film qui est le tout début du film que vous avez vu au tout début de cette rencontre. Ce tableau fictif qui est au cœur de « Et personne ne sait », c'est un portrait qui a donc d'abord existé dans un roman qui date de 1940. Ce roman a fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Donc vous avez vu un extrait, une adaptation par un cinéaste qui s'appelle William Dieterle. Et ce portrait, il existe désormais aussi par la grâce de votre écriture, puisqu'il occupe, je le disais, le centre de ce livre. Alors peut-être qu'il faut rappeler très brièvement l'argument du roman et du film. Vous vous rappelez d'ailleurs que ce film et ce roman, presque tout le monde les a oubliés, puisque ce sont des œuvres qui datent le roman de 1940 et l'adaptation au cinéma de 1948. Et ça raconte donc l'histoire d'un peintre, un jeune peintre qui est fauché, qui est un peu désespéré et qui est en mal de succès, qui va rencontrer dans Central Park, donc tout près du muséum, une petite fille qui a 4 ou 5 ans, et de cette rencontre mystérieuse, il va décider d'en faire le portrait de cette petite fille, et ça va être le début pour lui d'une forme de renaissance en tant qu'artiste, puisque ça va lui ouvrir les portes du succès, et renaissance en tant qu'homme, puisque il va aussi nouer avec cet enfant une relation très très forte. Alors, je reviens donc à ce film et à ce roman. C'est par là que la rencontre s'est ouverte et c'est par là que s'ouvre le livre également. Cette histoire du portrait de Jenny, vous l'avez découverte il y a longtemps, mais alors que tout le monde semble l'avoir oublié, vous y êtes beaucoup revenu. Vous avez relu le livre plusieurs fois, vous avez revu le film également. Est-ce que vous vous souvenez, sinon de l'époque exacte de la découverte, de la première impression que vous a faite cette histoire ? Quand j'ai découvert ce film absolument par hasard en regardant la télévision, je ne sais plus quand, peut-être il y a 20 ans, peut-être il y a 30 ans, peut-être même il y a plus longtemps encore, j'ai été immédiatement fasciné par le film, par sa grâce, par son charme, que renforce à mon avis le caractère un peu désuet et emphatique de la mise en scène. Et cette histoire, elle n'est jamais complètement sortie de ma tête. Et je ne sais pas trop pour quelle raison, il y a 2 ou 3 ans maintenant, j'ai eu le sentiment que le moment était venu de m'approprier en quelque sorte cette histoire et de la faire mienne. Et j'avais le sentiment d'être en droit de le faire parce que d'une certaine manière, cette histoire, elle résonnait avec la mienne et avec celle que je raconte de livre en livre. Voilà. Mais tout ça reste très flou dans ma mémoire et c'est aussi bien ainsi. C'est comme les contes, on ne sait pas très bien quand on les a entendus raconter pour la première fois, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut une impression si durable sur chacun d'entre nous. Le personnage de ce film et de ce livre, qui s'appelle donc Eben Adams, qui est ce jeune peintre, vous prenez très vite de sympathie pour lui. En tout cas, le narrateur de « Et personne ne sait » le prend en sympathie et dit qu'il le comprend. Qu'est-ce que vous reconnaissez de vous en lui ?
Je lui prête ou je lui emprunte, je ne sais pas trop dans quel sens ça se passe, je lui prête ou je lui emprunte sans doute un désarroi qui est également le mien. Et il est arrivé, bien que jeune encore, en quelque sorte au bout de sa vie, et il se demande un peu ce qui pourrait remettre pour lui le temps en mouvement dans cet hiver qui semble s'éterniser autour de New York. Donc c'est cette impression-là qui m'a paru familière et que j'ai voulu à la fois exprimer et peut-être conjurer par l'écriture du livre. De toute manière, je fais ça à chaque fois, c'est-à-dire, ma présence est de plus en plus discrète dans mes livres, ce qui fait que je pense qu'on ne peut plus trop les ranger du côté de l'autofiction, comme on l'a fait pour les premiers romans que j'ai publiés il y a 25 ans ou 30 ans même, et qui avaient une dimension plus frontalement et plus directement autobiographique. Donc maintenant, je me place plutôt au second plan ou dans un coin de l'image, mais cette présence, elle est malgré tout indispensable pour que je puisse nourrir l'histoire d'un autre telle que je la raconte de ma propre histoire, et qu'elle ait ainsi une valeur et un sens au moins à mes yeux. Oui, l'événement dont vous parlez, je le rappelle quand même peut-être pour ceux qui n'auraient pas lu L'Enfant éternel, qui était votre tout premier livre, plutôt de l'autofiction. Donc, c'est un livre qui est sorti en 1997 et ça racontait donc la mort de votre petite fille Pauline d'un cancer à l'âge de 4 ans. Et c'est voilà, ce travail de deuil, vous y êtes revenu de livre en livre, effectivement, mais désormais par d'autres biais que l'autofiction, par d'autres personnages, par d'autres contes également. On va en reparler. Et dans ce livre aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais ça n'est pas la première fois que vous écrivez sur la peinture. Vous avez été d'ailleurs un collaborateur régulier d'une revue qui s'appelle Art Press, et vous avez écrit également des essais sur des peintres, et en particulier un essai sur le peintre Rubens. Et en fiction, du côté de la fiction, donc, vous avez également dans un livre qui s'appelle « Je reste roi de mes chagrins », qui est un roman paru en 2019, vous avez imaginé la conversation entre Winston Churchill et l'un de ses portraitistes en 1954. Et dans ces livres-ci, c'est ces livres de fiction, donc Je reste roi de mes chagrins et celui-ci, et personne ne sait, il me semble peut-être qu'il s'agit moins d'écrire sur la peinture que d'écrire en peintre, peut-être. En quoi est-ce que le geste de peindre et le geste d'écrire se ressemblent ou gagneraient peut-être à se ressembler pour vous ? C'est une expérience à laquelle je me livre et qui a derrière elle toute une tradition très, très prestigieuse, parce qu'on a toujours marié en quelque sorte la peinture et la poésie, ou la peinture et la littérature. Et pour partir du côté de choses moins théoriques et moins intellectuelles, il y a chez moi quelque chose de très enfantin qui est la fascination pour les images et pour les livres illustrés. Et donc, sans être du tout un spécialiste de la peinture, un historien de l'art, mes connaissances dans ce domaine sont vraiment très, très rudimentaires. J'ai toujours éprouvé cette fascination pour les images avec le sentiment qu'elles représentaient des énigmes qui demandaient à être déchiffrées par ceux qui les regardaient. Et écrire sur la peinture, comme effectivement je l'ai fait assez souvent, et notamment dans des essais et dans ces 2 romans, écrire sur la peinture, c'est d'une certaine manière essayer de faire parler le silence des images en inventant des histoires qui me permettent de renouer avec cette enfantine fascination pour ce qui est montré et pour ce qui est dit à la fois. Et c'est vrai qu'il y a une relation très étroite entre « Je reste roi de mes chagrins » et personne ne sait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais consciemment, je sais que tous mes romans forment une sorte de série à l'intérieur de laquelle chaque élément nouveau reprend tous les précédents, et notamment à partir de l'expérience que raconte le premier de mes romans, L'Enfant éternel. Mais au sein de cette série, il y a aussi des relations plus étroites qui unissent certains livres, qui les unissent l'un à l'autre. Par exemple, j'ai publié il y a longtemps un roman japonais qui s'appelle Sarinagara, et
il est clair que dans mon esprit, le roman chinois que j'ai fait paraître il y a 2 ou 3 ans, P.I.N.C., était la reprise de ce roman japonais, la reprise et le déplacement d'un univers à l'autre, mais avec des procédés d'écriture qui étaient relativement comparables. Et là, sans que j'en ai eu le projet, sans que j'en ai eu conscience, même si je le réalise bien maintenant, j'ai voulu refaire avec Et personne ne sait, dans une certaine mesure, et ce que j'avais fait avec Je reste roi de mes chagrins, mais en ajoutant une présence féminine qui manquait peut-être au face-à-face très viril entre Churchill et Sutherland. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a un tableau qui manque, parce que le portrait que Sutherland a fait de Churchill, encore que, par exemple, dans l'édition italienne, mon éditeur là-bas a voulu, à tort, à mon avis, en faire l'illustration de couverture, mais en fait, ce tableau, on ne le connaît pas, puisqu'il a été détruit par la veuve de Churchill. Donc, tout le roman est construit autour d'un tableau que personne pratiquement n'a vu, ou en tout cas que personne ne peut voir. Et là, c'est un peu pareil, puisque ce tableau de Jenny, même si j'ai voulu montrer à la fin un tableau malgré tout pour le plaisir, un très beau tableau de Sargent, ce portrait de Jenny, il n'existe pas. C'est un tableau purement fictionnel auquel j'essaye de donner une substance comme ça. Il n'existe pas, et en même temps, il existe très fort tout au long de votre livre et du film qui précède et du roman qui précède encore. On va revenir sur cette affaire de reprise et de variation dont vous nous avez un petit peu parlé, mais je rebondis sur un autre élément de votre réponse. Vous nous avez parlé de l'énigme des images, l'énigme fondamentale et le plaisir de cette énigme. Et c'est aussi l'énigme, ce qui ressort peut-être en premier de cette histoire du portrait de Jenny, à la fois le roman et le film. Parce qu'en fait, Jenny, on ne sait pas grand-chose d'elle, on ne sait pas très bien comment elle apparaît, cette petite fille, on ne sait pas ensuite comment elle disparaît, puisqu'elle va disparaître et réapparaître par intermittence. On ne sait pas très bien qui elle est, d'où elle vient, qui sont ses parents. On ne sait pas on ne sait pas exactement quel âge elle a, puisqu'en fait, son âge est assez flottant aussi au fur et à mesure de l'histoire. On ne sait pas si elle est réelle, si elle est un fantôme, si elle est un rêve du peintre, et si elle est un rêve, est-ce que ce peintre lui-même est vivant ou mort? Enfin, il y a beaucoup de mystères dans cette histoire. Mais au lieu d'essayer de dissiper ce mystère ou d'en être frustré, on a l'impression que vous, c'est au contraire ce qui vous plaît dans cette histoire. Qu'est-ce qui fait que l'énigme la rend encore plus précieuse, peut-être à vos yeux? Mais je crois qu'il en va ainsi de tous les livres, en tout cas de tous les livres de littérature. Pour ce qui est de dire le sens du monde, on a la science, on a la philosophie, on a la religion, on a beaucoup de discours, on a trop de discours qui prétendent nous dire quel sens il convient de donner à la réalité. Et le privilège ou le mérite ou l'intérêt en tout cas de la littérature, c'est justement de nous préserver de tous ces discours donneurs de sens et donneurs de leçons, pour nous ouvrir les yeux sur cette réalité bien plus inquiétante et bien plus merveilleuse, à savoir que personne ne sait jamais rien de la vie, en fait. Moi, je déteste les livres dans lesquels les auteurs donnent des leçons, et c'est pour ça que j'ai une fascination, sans doute, pour la littérature fantastique, pour le merveilleux, et d'une manière plus générale, pour l'énigmatique. Enfin, je choisis de raconter ça comme ça, en insistant sur le côté enfantin du conte, mais on peut aussi prendre les choses d'une manière plus intellectuelle. Je crois, avec Georges Bataille, que le non-savoir est au-delà du savoir, que le savoir ne vaut que dans la mesure où il conduit au non-savoir, et le non-savoir, c'est l'objet de l'art, c'est l'objet de la littérature, c'est l'objet de toutes les expériences essentielles qui nous font véritablement humains. Donc j'essaye simplement de raconter des histoires qui font apparaître ce défaut du sens, où gît la seule vérité à laquelle sans doute nous avons accès. Oui, vous disiez c'est le privilège de la littérature, et vous disiez la science est ailleurs, mais même au sein de la science, je dis ça parce que vous avez consacré un livre au chat de Schrödinger. Vous voyez cette expérience donc de mécanique quantique, donc le chat est dans la boîte et on essaie de penser le fait qu'il est à la fois à l'état mort et à l'état vivant simultanément. J'aurais bien du mal à vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette expérience, mais en tout cas, ce que vous en faites, vous, dans votre livre qui s'appelle Le chat de Schrödinger, c'est que cette expérience de science, donc de physique quantique, vous permet de penser peut-être sur un plan plus métaphysique, la superposition entre deux états possibles d'un être, l'état vivant et l'état mort. Donc là aussi, à nouveau, de l'énigme,
Oui, parce que la physique quantique, telle que je m'en sers sans la comprendre vraiment non plus, la physique quantique, elle met en échec une conception plus positiviste de la science en nous confrontant à des paradoxes qui sont absolument vertigineux. Et ces paradoxes, par analogie, ils nous permettent de penser les paradoxes comparables auxquels nous sommes confrontés dans la vie et auxquels les artistes et les écrivains sont également confrontés dans leur œuvre. Un livre, c'est comme une boîte, comme la fameuse boîte dans laquelle se trouve enfermé le chat de Schrödinger. On ne sait pas trop bien ce qu'elle contient et il faut se garder de l'ouvrir si on veut que le mystère persiste, en fait. Et ça fait aussi qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Le fait qu'il y ait dans l'histoire de Jenny plusieurs interprétations possibles, plusieurs versions possibles, ça permet à chacun d'avoir ses croyances propres. Et je m'arrête un petit peu là-dessus parce que il me semble que cette question de la croyance, elle revient également de livre en livre. Elle traversait donc Le chat de Schrödinger, mais aussi un autre roman qui s'appelle Cru, qui est sorti en 2016. Alors Cru, il faut l'entendre au sens de débordement du fleuve, parce qu'il y a un fleuve qui va déborder de manière absolument spectaculaire dans le livre, mais c'est aussi un livre dans lequel vous interrogiez ce à quoi on croit ou non, plus ou moins volontairement d'ailleurs. Et cette question de ce à quoi on croit ou non, ça a beaucoup à voir, je crois, avec la fiction, avec le roman, qui est par définition un endroit où on croit, on adhère à ce qu'on nous raconte. Alors à quoi est-ce que vous croyez en tant que lecteur et en tant qu'écrivain ? Je ne sais pas si je peux répondre vraiment à cette question-là. Non pas par refus de vous répondre, mais c'est une question compliquée. Moi, je me vois plutôt comme quelqu'un d'assez sceptique, d'assez incrédule, voire de tout à fait athée. Et même à la littérature et à l'art, je ne dirais pas tout à fait que je crois. Parce que je suis très réticent à l'égard de tous les discours que tiennent certains artistes ou certains écrivains et qui visent à sacraliser ce qu'ils font en disant que seul l'art, seule la littérature nous permet de nous sauver et d'accéder à une rédemption que finalement très religieuse que les autres ne connaissent pas ou qu'ils ne peuvent pas connaître. Donc moi je me dirais plutôt athée, mais je vais vous répondre, j'y pense par association d'idées parce que vous m'avez fait revenir à la mémoire le livre Le chat de Schrödinger. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup qui concerne Niels Bohr, qui a été l'un des fondateurs de la physique quantique avec Schrödinger. Et c'est une anecdote qui est connue, en tout cas de tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la physique quantique. Je crois que je la cite dans Le chat de Schrödinger. Donc Niels Bohr recevait chez lui, dans sa maison, au Danemark, un de ses disciples, un de ses élèves. Et le disciple, l'élève, est tout à fait heurté parce qu'il s'aperçoit que dans le salon de Niels Bohr, il y a un fer à cheval qui est accroché. Et au bout d'un moment, le disciple, l'élève, s'adresse à son maître, et c'est presque une anecdote zen en fait, et lui dit: mais quand même maître, vous, l'un des plus grands savants de notre époque, vous ne pouvez pas croire quand même qu'un fer à cheval ça porte bonheur? Et Niels Bohr lui répond: non, je n'y crois pas, mais il paraît que ça marche même si l'on n'y croit pas. Voilà, moi je veux croire que la littérature ça marche même si j'y crois pas. Oui, vous avez cette phrase d'ailleurs que j'ai notée dedans et personne ne sait. Vous écrivez: on n'est pas artiste si on n'est pas un peu superstitieux. On écrit une histoire pour qu'elle ait lieu enfin. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, que vous soyez sceptique, effectivement, et en particulier sceptique sur cette idée d'une littérature qui serait consolatrice ou thérapeutique, oui. Contre laquelle vous vous êtes opposé très vite dès votre premier livre, L'Enfant éternel. Je reviens un petit peu à un des thèmes qu'on a entendu à travers la très belle lecture que vous avez entendue tout à l'heure. On avait donc ces horloges qui sont arrêtées toujours sur les mêmes deux aiguilles. Il était question aussi, à propos d'un autre tableau familial, des différents âges d'une seule et même personne qui serait représentée à travers différents personnages. Et à d'autres endroits du livre, vous évoquez aussi le fait qu'en peinture, beaucoup d'artistes préfèrent laisser leurs œuvres inachevées, ou en tout cas leur donner un air d'inachevé, de manière à ce qu'on ait l'impression que le tableau continue à se peindre perpétuellement lui-même. Et ça donne ce paradoxe qu'en peinture, on a à la fois un effort pour essayer
de saisir le temps, de le figer, de le fixer, tout en rendant compte de son écoulement, de cette fuite. Et il me semble que dans l'écriture, dans la vôtre en tout cas, il y a ce même effort à la fois pour recueillir un morceau de temps, mais en même temps sans prétendre le pétrifier. En quoi est-ce que la peinture, puisque vous avez beaucoup écrit sur la peinture, vous permet de penser ce rapport au temps et ce rapport de votre écriture aussi au temps? Oui, c'est précisément ce que vous venez de dire et que j'ai voulu un peu illustrer par le choix des textes dont j'ai donné lecture tout à l'heure. Parce que, en un sens, c'est un peu particulier dans la mesure où ces textes que j'ai lus n'existent en vérité que par l'histoire à laquelle ils se rapportent. Mais pour entretenir un certain mystère et pour susciter peut-être le désir chez certains d'entre vous de lire le livre, je n'ai retenu donc du roman, du récit, que les images qui l'illustrent, mais qui n'ont de sens que par rapport à cette histoire à laquelle ils répondent. Donc ces petites filles dont on ne sait pas très bien quel âge elles ont, dont on se demande s'il ne s'agit pas de la même petite fille à plusieurs moments de sa vie, bien sûr, elles sont l'image de Jenny, de l'héroïne du récit. Et il n'y a à peu près rien dans les descriptions de tableaux que j'ai lus qui ne soit justifié par ce jeu que j'essaye de jouer entre deux lignes qui se tressent dans le livre, la ligne du récit, et ici le récit est presque un conte de fées, et la ligne de ces descriptions de tableaux, avec la volonté effectivement de circuler comme ça à travers le temps. Les tableaux, ils sont rangés par ordre chronologique, mais ils situent tous la scène qu'ils peignent dans une sorte d'en dehors du temps, en fait. C'est aussi lié au fait que ce sont des tableaux que moi j'ignorais avant de commencer à m'intéresser à la peinture américaine pour ce livre, qu'en général les Français connaissent peu ou connaissent mal, et qui correspondent assez peu avec l'idée que l'on se fait de la peinture américaine, parce que quand on dit peinture américaine, on pense surtout à la grande peinture abstraite ou moderniste du XXe siècle. Là, ce sont des tableaux qui nous viennent du Nouveau Monde, d'un monde qui était vu comme le Nouveau Monde à l'époque, mais qui semble dater d'une époque extraordinairement ancienne, comme c'est le cas d'ailleurs du film, hein, parce que le New York que l'on voit dans le film, et que j'essaye de rendre dans le livre, c'est un New York qui nous paraît très lointain désormais, presque médiéval et gothique. Donc moi je raconte toujours la même histoire, c'est vrai, mais j'essaye de faire en sorte que cette histoire elle voyage dans l'espace et dans le temps. Donc je déplace mon petit théâtre personnel. Je l'ai fait souvent du côté du Japon ou de la Chine, et puis peut-être avec l'âge, il y a un tropisme quand on vieillit qui fait qu'on a le désir de revenir vers les lieux où on a été autrefois. Donc moi j'ai vécu longtemps en Grande-Bretagne, je connais beaucoup moins bien les États-Unis, mais c'est vrai que la Grande-Bretagne et les États-Unis prennent une place plus importante dans mes livres les plus récents. Donc mon petit théâtre portatif, je l'installe là-bas pour mon plaisir, et peut-être, je l'espère, pour celui des lecteurs. Revenir au lieu où on a été autrefois, c'est aussi revenir à des lectures qu'on a fait autrefois. Je dis ça parce que vous avez employé plusieurs fois le mot de conte, et le conte est effectivement très important dans ce livre. Il y a un côté assez fantastique dans l'histoire du portrait de Jenny et dans la manière dont est construit Et personne ne sait. On avait déjà du conte d'ailleurs dans Cru, déjà en 2016, conte philosophique, conte fantastique. Et à un moment donné de ce livre, Et personne ne sait, vous précisez que désormais, de livre en livre, vous visez l'histoire la plus simple, qui ressemblerait davantage à un conte ou à une chanson, écrivez-vous, qu'à un roman. Qu'est-ce qui rend le conte, la forme du conte, ou de la comptine, plus désirable pour vous que celle d'un roman ? Oh, je ne sais pas, c'est une aspiration effectivement à la simplicité, essayer de tendre à une histoire qui contiendrait toutes les autres. C'est sans doute un fantasme, et c'est peut-être même un mythe aussi. Hein. On trouve ça chez Borges, chez Calvino, l'idée qu'il y aurait un livre qui contiendrait tous les livres. Et ce livre n'est pas le
plus grand de tous les livres, mais c'est au contraire le plus modeste. On l'a sous les yeux, mais on ne sait pas précisément qu'il raconte votre propre histoire, alors qu'elle est contenue dans ces quelques pages qui paraissent ne rien vous dire véritablement. Donc j'ai un peu du mal à répondre à votre question, mais c'est certainement chez moi une sorte de rêve, de fantasme ou d'utopie. Essayer de parvenir à l'histoire la plus simple, l'histoire définitive, celle après laquelle on cesserait de dire. Voilà. Parce que, je ne sais pas si c'est le cas de tous les écrivains, mais moi, qui pourtant écrit beaucoup et écrit peut-être de plus en plus, je crois que comme tous les écrivains, enfin en tout cas comme tous les écrivains que j'estime, j'écris surtout pour ne plus avoir à le faire. Donc, mais l'échec est là toujours qui m'oblige à tenter ma chance une dernière fois. Voilà. Oui, mais vous vous approchez peut-être de plus en plus de cette histoire la plus simple. Peut-être qu'il faut le souhaiter au lecteur, je ne sais pas. Non. En tout cas, on parlait de contes. Vous dites qu'il ressemblerait à un conte, mais vous dites aussi qu'il ressemblerait à une chanson pour enfants. Et une comptine, il y en a une centrale dans ce livre, et personne ne sait, c'est celle que Jenny, donc la petite fille, chante quand elle joue à la marelle et que le peintre la rencontre. Et il y a aussi, je crois, de la comptine, de la ritournelle à d'autres endroits du livre, avec un jeu sur les rimes, sur le rythme, avec des échos aussi dans le texte, et qui donne à ce livre, qui est très mélancolique, un côté aussi souriant, un côté enfantin. Dans quelle mesure est-ce que vous avez travaillé justement sur ces échos, sur vraiment les sonorités du texte ? Je le fais systématiquement, mais peut-être que dans un récit épuré, cela apparaît davantage que dans un texte un peu plus long, mais c'est là que se situe peut-être le rapport entre poésie, disons littérature et peinture, c'est-à-dire il y a un travail sur la forme du langage qui est comparable, en tout cas analogiquement, au travail que le peintre fait à l'aide des formes et à l'aide des couleurs. Il faut que ça se réponde, il faut que ça se contredise, il faut que ça s'organise d'une manière telle qu'au niveau de la phrase, comme au niveau de la page, et au niveau de la page, comme au niveau du livre tout entier, il y a une circulation, et ça passe effectivement par un travail sur la langue, qui n'est pas si sorcier que ça, en fait. C'est un peu toujours les mêmes procédés qu'usent les écrivains, faire sonner les syllabes les unes avec les autres, utiliser des quelques pauvres procédés de rhétorique qui étaient déjà en usage à l'époque de Shakespeare et peut-être même à l'époque de Virgile ou à l'époque d'Homère. Donc ça, c'est le travail qui fait qu'un texte est écrit. Et il faut en faire un petit peu, mais ne pas en faire trop non plus. Voilà, trouver une sorte d'équilibre. Là, vous n'avez eu effectivement qu'un chapitre sur 2, à peu près, hein, donc les chapitres qui concernent les tableaux, mais il y a énormément d'échos dans les chapitres impairs du livre, que vous pouvez aisément retrouver, tous ces échos. Vous disiez retrouver l'harmonie par le jeu des sonorités, voilà, que ça rime, que ça sonne bien, mais tout en gardant de la dissonance. C'est un passage que j'aime beaucoup, je crois que c'est dans ce livre aussi, où il est question de faire bien sonner, de faire rimer, mais tout en gardant la dissonance, parce que cette dissonance, ce côté criard, c'est celui de la vie, c'est une image... Oui, c'est une phrase, ça me revient, j'avais oublié, mais c'est une phrase qui m'est arrivée plusieurs fois de citer, et je la fais passer comme ça, un peu en contrebande dans le livre aussi, parce qu'elle correspond à ma conception des choses. Et quand j'ai découvert cette phrase, elle m'a beaucoup frappé. C'est dans Bataille, c'est dans l'expérience intérieure. Bataille dit tout le monde pense que, enfin il dit pas ça comme ça, mais l'idée est la suivante. Il dit que tout le monde pense que l'art c'est le passage de la dissonance à l'harmonie, alors qu'en fait dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de chaque œuvre, c'est le contraire. L'art c'est le passage de l'harmonie à la dissonance. Ça semble tout à fait paradoxal, mais ça me semble extraordinairement profond. C'est comme quand Rilke dit que le beau n'est que le commencement du terrible. Alors tout le monde se rit, non, c'est le terrible qui est le commencement du beau. Voilà. Non, c'est le contraire. C'est ça qui est dur à penser, mais qui est parfaitement vrai. Et donc, il faut déployer un certain nombre de moyens qui sont des moyens de séduction, effectivement, quand on raconte, quand on peint, etc. Mais c'est en vue de faire apparaître cette dissonance essentielle où se tient en vérité le sens ou l'absence de sens de l'expérience que rapporte le roman et qui est celle de nos vies, en fait.
Dans un ordre d'idées un petit peu semblable, et toujours dans cet écho entre écriture et peinture, vous écrivez à un moment donné que dans un tableau, comme dans un roman, il y a toujours un détail auquel tout le reste se rapporte et qui fait discrètement resplendir cette petite clarté sans laquelle nulle fiction ne vaut et qui, malgré tout, dans le noir de la nuit, vient se poser sur ce qui fut la vérité de sa vie. Alors vous n'êtes pas obligé de répondre, mais puisqu'il y a un détail et en peinture et en écriture, quel serait dans votre roman, si vous voulez bien nous le révéler, ce détail qui donne à tout le reste? Dans le film, et dans le film, mais pas dans le livre, je crois, il y a un détail qui répond tout à fait à ce que je dis et que vous venez de lire. C'est lorsque Eben Adams rencontre Jennifer pour la première fois à Central Park, la petite fille oublie son écharpe. Et cette écharpe, elle est comme le signe que Adams n'a pas tout à fait rêvé. Et lorsque l'histoire se termine, l'écharpe donc de Jennifer qu'a conservé Eben Adams, elle est encore là pour lui dire que tout ce qui paraît invraisemblable a pourtant été d'une certaine manière. Quand j'ai écrit les pages qui correspondent à cela, j'avais en tête... je crois, vous savez, c'est cette histoire sur laquelle Borges a écrit, qui vient notamment de Herbert George Wells et de la machine à voyager dans le temps, l'explorateur du temps, ce que je suis un peu à ma manière dans le livre aussi. Hein. Il ramène du futur vers lequel il a été, un futur dans lequel il a aimé, une femme qu'il a perdue. Il ramène une fleur. Et lorsqu'il se réveille au retour de son voyage, il y a la fleur qui est à ses côtés et elle lui prouve justement que ce voyage vers l'avenir n'était pas un rêve et qu'il en reste au moins un témoignage tangible. Donc il y a un très beau texte de Borges là-dessus, que cite d'ailleurs Jean-Luc Godard à la fin d'Histoire du cinéma. Godard imagine que de ce voyage à travers le temps qu'a été Histoire du cinéma, qui est une œuvre monumentale, un chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre les plus indiscutables de ces dernières années. De ce voyage à travers le temps qu'a raconté Histoire du cinéma, Godard ramène donc une image qui est une fleur, qui est une rose, et qu'il compare à la rose dont parle Borges dans ce petit texte que je viens de citer. Alors voilà ce que signifie pour moi le détail. Et cette preuve que peut-être on n'a pas tout à fait rêvé. Vous nous avez parlé tout à l'heure de cette boîte dans laquelle on serait, qui est la boîte du chat de Schrödinger, mais la boîte dans laquelle on serait nous aussi en tant que lecteurs. Mais dans votre livre, il y a aussi des boîtes dans des boîtes et dans des boîtes. Donc je voudrais qu'on reparle un petit peu de la forme de ce livre, puisque au cœur de cette histoire, et personne ne sait, il y a donc la comptine de Jenny, mais cette comptine, elle appartenait à un autre roman de 1940 qui a fait l'objet d'une adaptation en film et qui à son tour se trouve dans le vôtre de roman. Et cette forme emboîtée, on la retrouvait aussi dans Je suis le roi de mes chagrins, dont on a parlé tout à l'heure, qui se présentait, lui, comme un roman, mais dans lequel il y a une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, il y a le portrait de Churchill par un peintre. Et donc, c'est comme si toutes les histoires, comme ça, se tenaient un petit peu par la main. À quoi est-ce que ça correspond pour vous, cet emboîtement ? C'est vrai ce que vous dites. Et, le cinéma, la peinture reste de Je reste roi de mes chagrins et personne ne sait. Mais ce qui change, c'est sans doute le lieu. On passe de la Grande-Bretagne aux États-Unis, mais c'est surtout que l'histoire, je la racontais à la manière d'une pièce de théâtre dans Je reste roi de mes chagrins, d'où les références très nombreuses à Shakespeare dans ce livre, tandis que dans Et personne ne sait, l'histoire, je la raconte à partir d'un film. Et c'est une manière de compliquer un peu l'histoire pour éviter d'être dans une narration trop pleine et trop uniforme. Aujourd'hui, la plupart des romanciers, et je ne suis pas contre le fait que ça m'arrive aussi à moi, mais la plupart des romanciers écrivent des romans
avec en tête le film qui en sera fait. Et ça donne souvent des choses, à mon avis, détestables et catastrophiques. Il m'est arrivé de dire que ce que j'aimais pas dans la plupart des romans de mes contemporains, c'est qu'on avait l'impression de lire la novélisation par anticipation du film, ou pire encore de la série télévisée qui en sera tirée. Donc moi j'essaie de faire le contraire, je prends des films ou je prends des séries, puisque Je reste au roi de mes chagrins, ça venait de la fameuse série The Crown. Je m'empare d'une série ou je m'empare d'un film et j'en déconstruis le caractère vraisemblable et naturaliste pour faire apparaître au contraire tout ce qu'il y a d'artificiel dans cette démarche que j'assume. C'est le côté un peu baroque peut-être de l'expérience de l'entreprise, c'est-à-dire faire apparaître que ce que nous prenons pour la réalité, comme le disait le plus grand des baroques avec Rubens, c'est-à-dire Shakespeare, ce que nous prenons par la réalité, c'est plutôt une sorte de pièce de théâtre dont à notre insu nous sommes les acteurs. Donc, alors que toute l'époque va vers le plus grand naturalisme, le plus grand vérisme possible, moi j'essaye de suivre le chemin à l'envers pour essayer de renouer avec cette vérité baroque qui me semble beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante. Oui, en effet, je mets quiconque au défi d'essayer d'adapter ce livre, et personne ne sait en film. Oui, ça n'aurait pas grand sens. Ça n'aurait pas grand sens. Ce serait un retour vers le film, mais un peu compliqué, effectivement. Et je me disais aussi que donc revenir à la série The Crown et je reste au roi de mes chagrins, pardon. Et ici, revenir à ce film qui revient lui-même à un roman, etc. C'est aussi une manière donc de jeter des ponts vers des histoires qui se ressemblent, qui dialoguent en fait par-delà les siècles, par-delà les univers même artistiques. Est-ce que ça veut dire pour vous que écrire, c'est toujours réécrire, c'est toujours reprendre? Vous nous avez dit aussi tout à l'heure que de livre en livre, en fait, les motifs se... Oui, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde, plus ou moins, mais ça l'est tout à fait pour moi et je l'assume. Je ne cesse de raconter toujours la même histoire qui... Je peux la résumer en une phrase. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'est pas forcément moi, mais en qui je me reconnais malgré tout un peu, de quelqu'un qui est confronté à une expérience essentielle, qui est l'expérience de la perte. Alors, la perte peut être de nature diverse, et qui essaye de penser l'après-coup de cette perte. Voilà, c'est la question de comment survivre à la vérité. Voilà. Nietzsche dit « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Ouais, c'est très présomptueux de dire ça comme ça, mais moi je pense plutôt que nous avons l'art ou la littérature pour survivre à la vérité. Voilà. Alors peut-être une toute dernière question. Dans ce livre aussi, vous écrivez aussi que, de même qu'Adams, donc le peintre, le jeune peintre du roman de 1940 et du film, de même qu'Adams ruine sa toile en la peignant, je ruine mon récit en l'écrivant. Et c'est comme s'il y avait, dans le travail d'écriture, qui nous aide à survivre à la vérité, il y avait aussi en même temps un travail de sape en parallèle. Voilà, il y a quelque chose qui se crée, mais il y a quelque chose qui s'autodétruit en même temps. Est-ce que vous avez réellement un rapport aussi ambivalent à l'écriture? Ah oui, je pense que essentiellement, l'expérience de l'écrivain ou l'expérience de l'artiste, c'est une expérience de l'échec, même si elle a une dimension formidablement gratifiante aussi. Mais je peux difficilement imaginer un écrivain qui soit content de lui. Ça me semble une contradiction dans les termes. Un écrivain peut être heureux, et il m'arrive à moi aussi de l'être, joyeux, même chose, mais satisfait, ça serait terrible. Oh, il y en a. Bon, merci beaucoup, Philippe Forest, pour vos réponses. Merci à tous pour votre écoute, pour cette lecture également. Merci à la Régie et à la Maison de la Poésie qui nous accueillent. Vous pouvez évidemment acquérir le livre, si vous voulez, à la librairie qui est juste en face de la Maison de la Poésie. Et je crois que Philippe Forest a encore un peu de courage pour des signatures, si vous en avez envie. Voilà. Merci.